présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, avec Guillaume nous recevons ce matin Hervé Morin, le président du nouveau centre. Pour faire la transition, Hervé Morin, avec ce que disait Guillaume il y a un instant, vous avez eu un contact avec Nicolas Sarkozy au téléphone Non, on a eu une dernière réunion à l'Élysée juste après le second tour de l'élection présidentielle et depuis je ne l'ai pas eu au téléphone. Il y a un instant, Guillaume parlait aussi du droit d'inventaire, expression qu'on connaît. Vous l'aviez en fait fait déjà... à l'époque, dans un ouvrage assez célèbre, vous pensez qu'il y aura un temps quand même pour le droit d'inventaire du quinquennat Sarkozy? Honnêtement, ça ne sert à rien. Moi, j'avais expliqué à l'époque que certaines erreurs dans l'exercice du pouvoir coûteraient très cher. Je pense malheureusement que j'ai eu raison. Je pense qu'il n'y a aucune envie d'Hollande. Aucune. Il a été élu par défaut. Et de toute façon, les Français se rendront compte progressivement que son programme est à la fois inapplicable et inadapté. Il est inapplicable économiquement. Et on l'a vu hier... au retour du sommet de l'OTAN, puisque de la décision du retrait des troupes en Afghanistan à la fin de l'année 2012, où j'avais expliqué que c'était impossible, on en est maintenant à des formules sémantiques qui mériteraient d'être décortiquées. Et donc, je dis que ces élections législatives, on peut les gagner. Et qu'on peut tellement les gagner qu'il nous appartient d'abord et avant tout de se préoccuper de cet horizon-là. On a cette étape qui est celle des élections législatives du 10 juin. Donc vous plaidez pour la cohabitation. Est-ce que franchement c'est sain dans le contexte de crise C'est sain parce que le programme de François Hollande est malsain pour le pays. Il est mauvais. C'est celui que les Français ont désigné. Je vous dis que pour moi, François Hollande a été élu par défaut, d'abord et avant tout. Mais élu quand même. Élu, d'accord. Eh bien, on est dans un régime parlementaire. Et donc, moi, je demande et je souhaite que la France s'évite l'écueil du programme de François Hollande. Pour des raisons économiques, pour des raisons budgétaires, mais aussi, et on peut prendre sujet après sujet... Et par exemple, aussi... les premiers pas de François Hollande sur la scène internationale, c'est pas... il s'en sort plutôt non, mais c'est pas une question de comportement. Il n'a pas perdu grand-chose, enfin, la France n'a pas perdu grand-chose pendant cette séquence-là. Ce que je dis, c'est que pour l'instant, on nous avait expliqué... Urbi et Orbi, prenons l'OTAN, puisque c'était hier. Prenons l'OTAN. On rappelle... J'ai été ministre de la Défense pendant 3 ans et demi. J'ai défendu le retour dans le commandement intégré de l'OTAN. Les socialistes nous avaient expliqué que c'était une erreur et qu'on en sortirait. J'observe que François Hollande a décidé que cette affaire-là ne se posait plus. Et donc que la France resterait dans le commandement intégré. Deuxième sujet, qui est un sujet accessoire, mais pour les Français, mais qui est un sujet pourtant central et majeur pour la sécurité du monde à moyen terme, qui est la question du bouclier antimissile. J'ai toujours été très réservé sur ce sujet. Je l'ai dit à de nombreuses reprises au chef de l'État à l'époque. Les socialistes étaient hostiles au bouclier antimissile. J'ai cru comprendre que François Hollande avait expliqué à Barack Obama qu'il ne s'opposerait pas au bouclier antimissile. Troisièmement, le retrait des troupes en Afghanistan. François Hollande a expliqué 10 fois à la télévision qu'il sortirait, que l'ensemble des troupes françaises seraient sorties à la fin de l'année 2012. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement un peu rapproché l'horizon, et il le rapproche simplement pour les unités... Sorties des troupes combattantes. Ce qui est quand même l'essentiel des troupes françaises en Afghanistan. Est-ce que c'est pas un bon... Mais Guillaume Tabar, est-ce que vous me permettez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on va accélérer le retrait et la transition dans la zone de Kapisa, puisque la zone de Surobis a déjà été fait. Mais... il existe dans les unités dites non combattantes des unités qui en fait sont au feu tous les jours. On a ce qu'on appelle les OMLT, qui sont les unités de mentoring et de formation des armées afghanes, qui sont à l'appui des compagnies ou des sections afghanes, et ces soldats français qui sont avec eux combattent tous les jours quand cela est nécessaire. Donc vous dites que ça comporte des risques de faire comme je dis que François Hollande avait expliqué qu'à la fin de l'année 2012, il n'y aurait plus une seule troupe française en Afghanistan. C'était matériellement impossible déjà. Honnêtement, hors campagne législative, si on est de bonne foi, est-ce qu'au fond ce compromis-là, il ne serait pas acceptable par la droite et la gauche, ce retrait progressif? Mais ce retrait progressif, il était d'ores et déjà programmé, puisqu'il était déjà prévu qu'au cours de l'année 2013, il n'y aurait plus de troupes françaises. Ce que finalement va faire François Hollande, puisque déjà il y a une problématique matérielle, c'est qu'il faut au moins 1 an pour rapatrier l'ensemble du matériel qui a été déployé en Afghanistan, et que par ailleurs, il faut bien entendu assurer une transition entre les unités combattantes, les unités de formation, celles qui forment la police, celles qui forment les officiers, et ceux qui font
ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire... Guillaume, pour être précis, au début, François Hollande disait retrait total avant fin 2012. Vous avez dit, beaucoup de gens ont dit, ça n'est pas tenable. Il en a pris acte et le compromis de sommet de l'OTAN. Mais donc aujourd'hui... Guillaume Tabar, durant la campagne présidentielle, M. Hollande nous a expliqué qu'il n'y aurait plus de... non mais c'est clair que François Hollande a été contraint à compromis. Donc son programme sur ce sujet-là était bien inapplicable, comme je l'ai dit au début de mon propos. À l'arrivée, le nouveau calendrier dont il a pris acte et dont les Américains ont également dû prendre acte lors du sommet de l'OTAN, est-il cette fois-ci tenable? À savoir, retrait des troupes combattantes fin 2012 parce qu'en fait, il y a peu de différence avec le programme qui avait été arrêté au sein de l'OTAN quand nous étions dans la majorité. Après les législatives, alors vous me direz ça dépendra évidemment du résultat, comment vous voyez un peu l'organisation de la famille centriste que vous incarnez en partie? Écoutez, ça c'est le sujet d'après les élections législatives. Ouais, j'imagine que vous y pensez un peu. Il est d'abord subordonné à une chose simple, c'est qui sera encore sur le champ de bataille. On verra d'abord. Est-ce que vous y serez? Qui sera? Non, mais je veux dire par là, c'est qu'il y aura déjà tous les battus des élections législatives qui, forcément, disparaîtront de la scène politique. Il y a bien entendu déjà le cas Bayrou, si je puis dire. Il a peut-être été élu député. Oui. Vous souhaitez qu'il soit réélu ou vous souhaitez sa défaite? Je pense que son élection est extrêmement compliquée. Parce que je ne vois pas des socialistes à Pau qui ont bouffé du Bayrou pendant 25 ans décider de voter pour lui, et je ne vois pas des électeurs de droite déçus par son comportement entre les deux tours de l'élection présidentielle voter pour lui au premier tour des élections législatives. Donc je ne vois pas comment il peut être élu. Mais bon. Deuxièmement, moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que nous construisions un centre dont la stratégie politique est claire, d'alliance avec un parti de droite qui aujourd'hui s'appelle l'UMP, et qu'on ne soit pas à nouveau dans une espèce de no man's land où les uns et les autres tirent à U et à Dia en Donc fonction... une union des centres, mais clairement constituée en tant que telle. C'est ça que vous souhaitez? Une union des centres clairement constituée avec des hommes et des femmes qui ont envie de combattre ensemble, qui ont envie de porter un projet politique radicalement nouveau pour ces temps nouveaux, qui incarne au sein de la droite et du centre l'idée de modernité, d'ouverture au monde, d'entrepreneuriat. Bref, que nous soyons celles et ceux qui portions l'idée que la France ne peut pas avoir une politique de l'autruche. Vous parlez d'un centre fort, mais un centre fort autour de qui? Parce que quand même la grande leçon de la campagne présidentielle, c'est qu'on a vu l'ensemble des troupes centristes assez dispersées. Jean-Christophe Lagarde. Et vous-même, nous ressentez qu'il y a trop de chefs et pas assez d'idées au centre. Oui, enfin, Jean-Christophe Lagarde ne pense qu'à une chose, c'est être chef. Bon. Donc il est bien placé pour le dire, et il est tellement bien placé pour le dire. En politique, ça arrive. Hein. Qu'il a lui-même créé, en catimini, en secret, une nouvelle organisation politique et financière qui s'appelle l'URSSID, dont on n'a toujours pas compris quel était le sens politique, quelle était la démarche politique. Mais ces hommes et ces femmes qui ont, ils sont quelques-uns, qui ont revendiqué l'investiture Nouveau Centre, soutenu par l'UMP, ont décidé de créer, bien entendu, sans l'évoquer publiquement, une nouvelle organisation politique et financière qui s'appelle l'URSSID. Donc, et pour vous, ils sont encore dans votre famille ou pas? Vous les considérez encore comme étant membres de votre parti ou pas? Écoutez, il y a un article qui est extrêmement clair pour le Nouveau Centre, comme toute formation politique, c'est que la double appartenance n'existe pas. Donc, s'il est élu député et que vous l'êtes également, vous ne siégerez pas dans le même groupe après l'initiative? Je dis très clairement qu'il leur appartiendra de clarifier leur position, d'expliquer aux électeurs quelle est cette démarche, puisqu'ils se revendiquent du Nouveau Centre dans leur campagne, quelle est cette démarche de créer une nouvelle organisation politique et financière en secret et en catimini, et deuxièmement, nous en tirerons les conséquences, mais je vous fais observer que Jean-Christophe Lagarde, qui a soutenu ardemment la campagne de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui cache son appartenance à nos formations politiques et qu'il essaie de sauver un siège qui va être compliqué à sauver. Mais vous-même, est-ce que vous ne sortez pas quand même un peu affaibli de cette longue période de campagne? Vous avez tenté d'être candidat à la présidentielle, vous avez retiré votre candidature, et ensuite dans la campagne de Nicolas Sarkozy, vous-même et l'ensemble des centristes n'ont pas tellement pesé, ni dans la stratégie, ni dans l'animation de la campagne. Cela. Il faudra en tirer les conséquences en effet, l'expression d'un projet politique qui soit pour moi, non pas celui de faire appel aux peurs et aux inquiétudes des Français, de les entendre, de leur répondre,
mais en même temps de dire aux Français, dans ce monde nouveau, eh bien, il faut des politiques nouvelles. Je vous cite simplement une grande étude qui a été menée par un grand think tank américain qui démontre bien ce monde nouveau dans lequel on entre. Il y a 50 ans, c'est-à-dire l'année de ma naissance, les deux rives de l'Atlantique représentaient plus de 70% de la richesse mondiale. Ce grand think tank américain vous dit que les deux rives de l'Atlantique ne représenteront que 25 à 30% de la richesse mondiale dans 40 ans, en 2050. Non pas parce que nous allons nous appauvrir, mais parce que d'autres sont en train d'émerger. Et de là, il faut tirer des conséquences politiques, notamment sur la construction d'une Europe fédérale, ce que j'ai porté. Et tout cela, nous aurons 5 ans pour le bâtir dans une stratégie d'alliance claire que les Français réclament. Et pour être clair sur l'avenir, il faut aussi être clair sur le passé. Quand vous relisez quand même tous ces mois écoulés, vous dites quoi? Vous regrettez d'avoir cherché à être candidat ou au contraire vous regrettez d'avoir interrompu votre candidature? Je pense que le temps n'était pas à ces candidatures. On l'a bien vu puisque c'est une élection qui s'est jouée essentiellement entre deux candidats qui ont été considérés comme qualifiés depuis des mois et des mois. Alors ça n'empêchait pas une expression politique. Il faut reconnaître que les coups tous les jours donnés dans mon propre camp pour empêcher cette candidature n'ont pas favorisé les choses. Mais je pense que c'était utile au moins de tenter cette démarche. Et je pense que dans la vie politique, on se construit à la fois par des succès et aussi parfois aussi par des échecs. Je pense que les Français vous identifient progressivement à partir de ces réussites et de ces échecs. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, pour citer un seul exemple, avait été considéré comme étant porteur d'un immense échec au moment des élections européennes en 1999. Souvenez-vous de cette liste qu'il conduisait. Fallait pas de ce gain et en ayant comme fait 12%. Et 3 ans plus tard, il était considéré comme quelqu'un qui pouvait porter un avenir. Donc tout ça est normal dans la vie politique. Hervé Morin, pour revenir aux grands enjeux d'aujourd'hui, par exemple... C'est vous qui m'avez posé cette question. Vous avez été assez sévère avec François Bayrou tout à l'heure, mais quand il dit par exemple que l'euro aujourd'hui, compte tenu de la crise grecque, peut exploser, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas du tout? Mais je ne suis pas sévère avec lui, je pense qu'il s'est fourvoyé gravement. Sur le fond, que fait-on sur la Grèce? Mais sur la Grèce, les Français doivent avoir en tête que l'idée que l'euro puisse sortir indemne de la sortie de la Grèce de l'euro, c'est une erreur majeure. Pour vous, c'est une hypothèse plausible que la Grèce sorte de l'euro? Je pense qu'il y a un moment où, pour les Grecs, ça va devenir très compliqué parce que les hypothèses de croissance nécessaires pour rembourser la dette grecque, en dépit de la réduction de la dette grecque de plus de moitié, rend l'équation quasiment impossible. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudra des réformes structurelles majeures et que ça ne peut pas simplement être des politiques de relance keynésiennes dont nous n'avons pas le moindre sou qui permettront à l'Europe de s'en sortir. Et cette politique nouvelle, c'est notamment des politiques industrielles européennes permettant de faire naître de grands champions européens. Et il faut arrêter de faire de la politique européenne une politique fondée sur le principe de la concurrence libre et non faussée comme alpha et oméga du tout. Il faut faire en sorte qu'on ait des politiques de recherche européennes qui nous permettent de développer de nouvelles filières. Il faut qu'on aille vers une harmonisation fiscale. On ne peut pas avoir des taux d'impôt sur les sociétés aussi différents d'un pays à l'autre. Il nous faut aller vers une convergence sociale. Donc intégration européenne. Il faut une intégration européenne massive qui permettra aux bateaux européens de ne plus être à U et à dia. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on a d'un côté des pays du nord de l'Europe qui ont effectué les réformes structurelles dont ils avaient besoin et qui aujourd'hui retrouvent la croissance. C'est pourquoi, lorsque François Hollande dit il faut des politiques de croissance et que Angela Merkel lui dit mais ça n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les Allemands ont fait des réformes structurelles qui leur permettent d'être compétitifs. Je veux dire, ça devrait faire la une des journaux, les chiffres de la balance commerciale. D'un mot très vous voyez, très brièvement. Gilles a cité François Bayrou, est-ce que vous avez envie de travailler à nouveau avec lui? Je dis que ça n'est pas possible dans l'état actuel de son positionnement politique. On ne peut pas à la fois avoir un groupe parlementaire dans lequel des gens seraient élus avec le soutien du PS et d'autres dans une stratégie d'alliance claire. Merci beaucoup Hervé Morin. Bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.